Mes petits potes, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon bah aujourd'hui c'était normalement une vidéo Ligue 1, elle sera évidemment reportée du coup à mercredi normalement si tout va bien. Mais il y a eu de l'actualité chaude aujourd'hui, on parle beaucoup de William Pacho depuis ce matin. C'est apparemment très très proche déjà avec le Paris Saint-Germain d'être signé. Ça a même été confirmé par Fabrizio Romano, on a eu le Here we go, donc on va revenir sur tout ça. Et je vais évidemment vous donner mon avis sur ce joueur et vous le présenter un petit peu parce que pas évident, on n'a pas beaucoup de data. Et puis en plus de ça, il y a des contextes très particuliers, très différents. Donc il faut vraiment prendre tout ça avec des pincettes. Je vais tout vous expliquer. En attendant, on a eu aussi l'officialisation de João Neves aujourd'hui par du coup le Paris Saint-Germain. Ça y est, c'est officiel. Je pense que le FC Pleureuse a enfin son nouveau joujou. Vous êtes contents? C'est bon? On savait depuis un petit moment qu'il allait signer quand même. Ça a même été confirmé par Rui Costa. On a eu la vidéo où il prenait l'avion. Donc en fait, c'est juste que ça s'est passé comme un transfert normal quoi finalement. Il a juste eu le temps de faire sa visite médicale, signer les contrats, les papiers, faire son interview. Le Paris Saint-Germain a monté tout ça, a préparé tout ça, et puis on la poste un lundi, quoi. Vous pensiez quoi, qu'on allait poster ça samedi, dimanche? Enfin, à un moment donné, je ne comprends pas comment certains réfléchissent, parce que ce week-end, tout le monde était alarmé. Mais ça prend du temps, mais où il est où, João Neves? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas impossible! Et si vous aimez le contenu, n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne rien rater, et surtout, objectif 30 000 avant la fin de l'été, donc je compte sur vous. On a donc eu cet après-midi le Here we go de Fabrizio Romano, un transfert express et ça franchement je suis content. Les insiders de Wish aux fraises, personne ne l'avait vu venir ce William Pacho. On nous parlait évidemment ces derniers temps de Gonzalo Inacio. Bah oui, forcément, Inacio, Antonio Silva, écurie Jorge Mendes, machin. Donc oui, les insiders vont nous parler de ça parce que Presco s'est blessé. Bon, c'est quoi le plus logique? C'est de nous inventer quelque chose sur Inacio ou sur Antonio Silva, mais personne n'avait vu William Pacho. D'ailleurs également pour les pleureuses de Luis Campos qui nous font tout le temps, oui, le catalogue Jorge Mendes, on a toujours le 3e choix et le 4e choix de Jorge Mendes. En attendant, William Pacho, il n'est pas du tout dans l'écurie Jorge Mendes, donc on va pouvoir arrêter un petit peu avec ce truc-là, bien que ce soit normal. Leonardo Mino Raiola mangeait bien aussi sur le dos du PSG et de Leonardo. Donc bref, en tout cas très content qu'un transfert pop comme ça et qu'on ne soit pas tenu au courant à l'avance. Voilà, ça fait une petite surprise, c'est très bien. Et donc on va pouvoir voir qui est ce joueur. On a eu également Fabrice Hawkins qui avait rajouté quelques détails. Accord total, Pacho PSG, contrat de 5 ans. Le défenseur central était la priorité après Lenny Yoro. Donc on voit que cet été, visiblement, on ciblait plus un jeune joueur, un jeune prospect, plutôt qu'un joueur confirmé comme un Konaté, ou Upamecano ou d'autres joueurs. D'ailleurs, on va en parler, il y a quelque chose dont je dois vous parler absolument. Les deux clubs travaillent donc sur les détails, modalités de paiement, etc. Donc voilà, ça semble sur le bon chemin. Alors William Pacho, qu'est-ce qu'on en pense? Moi, je vous cache pas qu'en tout cas, j'ai chaud, donc on va garder la serviette à disposition. Donc, déjà, on part sur un transfert quand même assez élevé. Forcément, il y a les experts comptables d'Internet, YouTube et Twitter, évidemment, qui vont nous dire « Bon, on surpaye, c'est encore trop cher, machin, machin ». Mais bon, c'est la réalité du marché. Voilà, un défenseur comme ça, aussi jeune, à 22 ans, qui évolue donc à Francfort et qui fait de bonnes prestations, qui est international, équatorien, et qui vient de jouer la Copa América en tant que titulaire, qui est titulaire et qui a joué toute la saison à Francfort, qui reste quand même une belle équipe, qui a un gros potentiel, forcément, ça coûte cher. Voilà, c'est la conjoncture du marché actuel. Aujourd'hui, un petit crack, un joueur qui a un fort potentiel en tout cas, au-delà de parler de crack, ça coûte cher. Voilà, donc 45 millions bonus inclus, c'est le tarif. Voilà, c'est le tarif. Vitinha, il arrive chez nous à 40 millions d'euros. Et Vitinha est devenu le joueur qu'il est aujourd'hui. Donc, ça peut être un pari intéressant. Il a un contrat jusqu'en 2028 et il a une très belle valeur marchande qui fait que d'augmenter. On va voir juste après, c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc, moi, le prix ne me dérange absolument pas. Maintenant, ce qui est bien, c'est que c'était un besoin aussi pour le Paris Saint-Germain de recruter un défenseur central. On a appris récemment que Kimpembe avait rechuté, enfin du moins que c'était une petite blessure musculaire, mais des pépins musculaires, il va en avoir encore. Et puis il se peut qu'il rechute gravement, puisqu'on sait il a un physique fragile et on ne sait pas à quel niveau il va revenir. Alors moi, vous le savez, j'avais ma petite thèse de finalement s'il n'y a pas de défenseur central qui vient, c'est peut-être qu'on compte sur Presnel Kimpembe parce qu'on ne connaît pas sa situation physique. Il n'y a que eux dans le vestiaire, il n'y a que l'entraîneur qui le sait, il n'y a que Kimpembe qui le sait. Mais voilà, il y a eu cette petite rechute et aujourd'hui, donc, il y a le Here we go pour William Pacho. Donc, c'est qu'il y a un vrai besoin. Et également, on sait, il y a les 3e croisés pour Lucas Hernandez. Il va revenir après 2025. On ne sait pas non plus dans quel état il va revenir. Donc, il y avait un besoin au niveau d'un central gauche. Surtout que Milan Skriniar, dans une défense à 2, il est un petit peu plus à l'aise sur le côté droit, même s'il peut jouer les deux. Pareil pour Marquinhos. Donc, c'était important parce qu'il reste que Beraldo finalement. Il est encore jeune. Il doit aussi
progresser. Visiblement, il n'y a toujours pas de doublure côté gauche. Alors, il se peut que la volonté du coach soit toujours de mettre Beraldo en doublure côté gauche. Donc, il fallait un central de plus. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il a un jeu quand même assez similaire à Presnel Kimpembe. C'est ça la vérité. Quand tu regardes un petit peu les statistiques, on va en parler tout à l'heure, mais également quand tu regardes les matchs, parce que moi, je sais plus si je l'ai évoqué en introduction, mais j'en ai vu un ou deux des matchs de lui parce que j'étais tombé justement sur des matchs de Francfort où il y avait Ekitike. Et je voulais voir un petit peu ce que ça donnait, parce qu'à un moment donné, on avait Ekitike qui avait marqué un but. Alors tout le monde nous disait, ouais, ça y est, Ekitike, il est lancé, on va le regretter, etc. Bref, donc du coup, j'avais regardé un petit peu le contenu et il y avait William Pacho. Alors évidemment, je ne me suis pas focus sur lui, mais je l'ai vu quand même jouer défensivement. Et c'est vrai qu'il me fait penser beaucoup à Kimpembe dans sa manière de courir. C'est un joueur quand même qui a de la vitesse. Physiquement aussi, il en impose. C'est quelqu'un qui met de gros tampons, qui est très fort dans les duels au sol et qui a une bonne vitesse pour rattraper un vis-à-vis en cas d'erreur, ou si jamais il part dans le dos, ou il part dans le dos pour compenser un joueur, un défenseur qui est placé un petit peu haut. Donc c'est vrai que physiquement, il me fait beaucoup penser à lui, et même en termes de passe, parce que c'est quelqu'un qui a une vraie qualité de passe. On l'a vu avec Kimpembe, hein, qui est capable de casser des lignes, mais parfois, il y a des passes qui partent n'importe où, notamment son jeu long qui est assez catastrophique. Au niveau de son jeu court, ça va, mais c'est vrai que par moment, c'est pas que ça se déconnecte, mais il y a du déchet. Voilà, c'est un joueur qui tente des choses, qui n'a pas peur, et par moment, il y a du déchet. Et même sur ses interventions, par moment, il va récupérer dans les pieds, il va faire une grosse intervention, et puis derrière, il va faire une passe un peu précipitée qui va finir dans un adversaire. Donc, alors, la plupart du temps, attention, la passe, elle est bonne, hein, mais c'est vrai que ça arrive. Et donc, ça me fait vraiment penser à Presco, où on s'est dit par moment, il est capable du meilleur, et puis derrière, il est capable du pire. Des fois, ça se déconnecte, quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que c'est un joueur qui me fait beaucoup penser à lui. Au-delà de ça, tant mieux, parce que dans nos défenseurs centraux, on a un Marquinhos, c'est pas le plus fort physiquement, Beraldo, c'est pas le plus fort physiquement, et techniquement, c'est deux joueurs qui sont très bons. Donc, avoir quelqu'un qui peut rajouter de la densité physique et également de la taille, parce qu'il fait 1m87, même si c'est pas le meilleur dans les duels aériens, qui peut encore progresser sur cet aspect-là, c'est bien de ramener de la densité physique, et c'est quand même un joueur, attention, qui a de bons pieds, hein. On n'est pas en train de parler d'un peintre qui joue en chaussures de sécurité, un petit peu comme Skriniar. Là, il y a quand même de la qualité, attention. C'est juste qu'il prend des risques. Et puis surtout, il y a un contexte à prendre en compte, mais ça, on le verra au niveau des statistiques. Autre donnée à prendre en compte pour certains qui vont dire oui, mais 45 millions, on aurait pu les mettre sur Todibo, sur Upamecano, qui en valait 60, 15 de plus, t'avais Upamecano, etc. Je pense qu'en fait, c'est juste pas la stratégie du Paris Saint-Germain d'aller chercher un défenseur confirmé. Soit c'est des joueurs qui sont peu disponibles sur le marché, et je vais y revenir juste après, soit c'est des joueurs qui sont pas forcément fiables, parce que Konaté, il y a beaucoup de blessures, et ça c'est un facteur important, je vais y revenir sur William Pacho, et Upamecano, est-ce que tu as une vraie fiabilité dans les grands matchs, etc. On sait que par moment, il passe au travers, il prend un rouge, il fait des erreurs, donc c'est pas non plus l'assurance tout risque. Alors du coup, il y a plusieurs points que je voulais mettre en avant, et le premier déjà, au niveau de sa valeur, etc., on peut voir que c'est un joueur qui est sur une pente ascendante, mais vraiment très ascendante. On peut voir 17-18, il joue avec les U20 d'un club en Équateur, donc je suppose que ça doit être son club formateur. Ensuite, il est transféré à l'Independiente, mais d'abord il joue avec l'équipe B. Ensuite, après une saison passée dans cette équipe, il passe avec les A. Après une saison en A, donc en 2021-2022, il est transféré au Royal Antwerp pour quasiment 5,5 millions d'euros, 6 millions d'euros. Et puis après une saison en Belgique, il est transféré directement à Francfort, donc l'été dernier, pour 9 millions d'euros. Donc on voit que la pente, elle est ascendante, hein. À chaque fois, après une saison, il passe avec les B, il passe avec les A, et puis après, il est transféré en Belgique, et puis après, il est à Francfort, et puis aujourd'hui, du coup, il sera au Paris Saint-Germain. Donc on voit une belle ascendance, et du coup, un prix qui monte, 10 millions d'euros. Au final, Francfort aura fait 30 millions de plus-value. Donc c'est intéressant pour eux. Et puis je trouve que 40 millions, c'est pas énorme, sachant qu'il pourrait en valoir le double si jamais il fait encore une top saison avec Francfort. Au-delà de ça, j'en parlais tout à l'heure, la fiabilité physique de Konaté, et puis surtout remplacer Kimpembe, qui est peu fiable physiquement, et Hernandez, lui c'est tout l'inverse. Il n'y a aucune blessure. Les seules blessures que vous pouvez voir en 21-22, c'est les deux seules. C'est l'année 21-22. 2 jours seulement manqués, voilà, manque d'entraînement, peut-être qu'il était malade, et une blessure à l'épaule qui l'a éloigné des terrains du 4 octobre 2021 au 4 février du coup 2022, depuis plus rien. Donc on voit que musculairement parlant, au niveau des jambes, au niveau des adducteurs, des ischios, des chevilles, ce que vous voulez, du mollet, de machin, pas de souci visiblement. Alors on touche la tête, on touche du bois, ce que vous voulez.
il n'y a pas de souci physique. On est sur un joueur fiable qui a enchaîné les matchs depuis 2 saisons. Et ça, franchement, c'est une très bonne chose, surtout quand on sait qu'on a un Skriniar qui a des problèmes de dos, on a un Marquinhos qu'on va devoir ménager, on a un Beraldo qui peut dépanner à gauche et qu'on ne doit pas cramer, on a un Hernandez qui est sur les croisés encore, et un Kimpembe qui est fragile physiquement, et un Danilo qui se fait vieillissant et qui probablement va partir. Je trouve que c'est une très bonne chose pour le coup d'aller chercher un défenseur qui est fiable physiquement. Parce que mine de rien, c'est quand même important pour progresser ça aussi. Parce que tu vas devoir en faire beaucoup à l'entraînement, avoir de gros entraînements, tu vas devoir travailler énormément et forcément que ça va te coûter de l'énergie, ça va puiser physiquement. Et donc si tu as un physique qui tient, tu vas pouvoir enchaîner les séances d'entraînement, enchaîner les matchs et progresser. Ça, c'est quand même une donnée importante. Si jamais tu dois faire plus que ton physique, tu sais qu'il va répondre présent. Ensuite, on enchaîne avec quelques statistiques. Ce qui est intéressant tout de suite, c'est qu'on peut voir les passes décisives. Top 7%. Donc c'est là que tu vois que mine de rien, au niveau qualité de passe, c'est loin d'être dégueulasse. C'est pas le meilleur. Et en plus de ça, c'est pas forcément lui qui en était responsable à Francfort parce qu'il jouait dans une défense à 3. Ça, c'est important. Déjà, il y a une diversité dans le profil qui est capable de jouer à 2 et à 3. Il jouait à 2 en Belgique avec Alderweireld et il joue à 2 avec l'Équateur, il a joué à 2 en Copa América et à Francfort, il a fait toute la saison dans un système à 3. Donc c'est ça qui est intéressant en plus de savoir occuper tout le côté gauche. Donc si on passe à 3 dans une charnière à 3 ou peu importe ton bloc est modulable, même si sur le papier c'est une défense à 2, c'est modulable, ça passe à 3, tu sais que lui est capable de s'adapter. Ça c'est important. Au-delà de ça, j'en ai pas parlé, mais il est équatorien. Si je me trompe pas, on parle espagnol en Équateur, donc il va pouvoir s'entendre parfaitement avec les joueurs qui sont déjà en place. On sait que pas mal d'hispanophones dans le vestiaire, et puis en plus de ça, l'entraîneur forcément, Luis Enrique, parle espagnol, donc ça va être beaucoup plus facile pour comprendre les stratégies, pour comprendre les consignes et pour être modulé. Mais oui, en tout cas, ce qui est intéressant avec les passes décisives ici, c'est qu'on peut voir quand même qu'il a quand même une certaine qualité de passe, alors qu'il jouait avec 2 autres centraux qui eux aussi sont bons à la relance. Donc c'est pas lui qui était responsable de relancer. Comme on peut penser, par exemple, si jamais il joue avec un Beraldo ou un Marquinhos, c'est pas lui qui va être responsabilisé de la relance. Pareil, quand tu as João Neves devant toi. Et d'ailleurs, c'est peut-être du coup une des volontés de Luis Enrique pour cette saison. Le fait d'avoir João Neves et Vitinha devant lui et Marquinhos à côté de lui, ça va peut-être aussi le déresponsabiliser de relancer. Peut-être que du coup, il fera beaucoup moins d'erreurs, il prendra un petit peu moins de risques, bien qu'il en soit capable, la preuve avec cette stat. Et du coup, il sera concentré un petit peu plus sur faire le stopper, quoi. Vraiment défendre fort sur l'homme, comme Kimpembe sait le faire, ou couvrir le dos de Nuno Mendes. Ça aussi, c'est intéressant. Si on veut avoir un Nuno Mendes qui monte très haut, il faut avoir quelqu'un qui soit capable de couvrir ce côté-là. Et William Pacho, avec sa vitesse et son physique, il en est capable. Et ça, c'est une bonne chose. Beraldo, moi, j'aime beaucoup, mais c'est assez lent au niveau vitesse. Lui, il compense surtout par son placement. Donc, le fait d'avoir un joueur lent qui compense le dos d'un Nuno Mendes, je préfère quand même avoir William Pacho. Voilà, en tout cas, ça peut être très intéressant. 2 stats aussi qui sont importantes juste en dessous, c'est les passes tentées et les passes progressives. On se rend compte qu'il est dans le top 20 des défenseurs centraux qui tentent le plus de passes et qui ont le plus de passes progressives. Il y a une vraie volonté chez lui d'aller chercher la passe progressive, un petit peu comme Kimpembe qui des fois prend des risques inconsidérés, mais souvent on a la volonté de casser des lignes. Et ça, c'est une chose importante quand même. Et maintenant, si on finit par les stats défensives tout en bas, on se rend compte quand même que c'est un bon défenseur, c'est quelqu'un qui sait défendre. Au niveau des tacles, top 22%, au niveau interception et balles contrées, top 20% et dégagement, top 28%. Le duel aérien, on voit que c'est son vrai problème, les duels aériens gagnés. Malheureusement, il n'en gagne pas énormément. Après, tu peux perdre des duels aériens, mais l'important, c'est de gêner ton adversaire. Parce que si tu perds le duel aérien, mais que tu as gêné l'attaquant et que du coup, il a raté le ballon ou il a mis sa tête à côté parce que tu l'as gêné, c'est un petit peu comme un duel gagné finalement. Donc, c'est pas forcément une stat qui m'inquiète, sachant qu'il fait 1m87, qu'il est très jeune et qu'il doit encore progresser, qu'il peut encore progresser. Donc là-dessus, il va falloir progresser évidemment, mais c'est pas forcément une stat qui me fait peur. Et puis sa taille, forcément, ça va rajouter quand même. Donc ça, c'est important. Sa densité physique, son gabarit, il peut encore progresser sur l'intelligence de placement, etc. Donc ça, je ne m'en fais pas. Et défensivement, on voit que bien qu'il y ait 3 défenseurs centraux, c'est quand même bien un mec qui s'est ressorti du lot avec, on peut voir de très bonnes stats quand même. Bon, en résumé sur ces statistiques, oui, on n'est pas sur les meilleures stats dans tous les cas de l'histoire. Je pense que parmi les graphes que je vous ai présentés, on a vu mieux et on a vu un peu plus de vert. Mais évidemment, il ne faut pas se tromper.
on est sur un contexte différent. On est sur un joueur qui a 22 ans, qui joue donc à Francfort. Donc Francfort, c'est une équipe quand même qui joue, qui laisse beaucoup d'espace. Donc c'est pas évident d'aller gagner des duels défensifs. C'est pas évident de défendre dans une équipe pareille. Également à côté de lui, il n'a pas forcément les meilleurs joueurs, que ce soit offensivement ou défensivement. En plus de ça, il est un petit peu déresponsabilisé parce qu'il a 2 centraux à côté de lui. Donc forcément, tu fais moins d'interventions, forcément tu fais moins de relances. Donc au niveau des statistiques, peut-être que tu ressors sûrement moins que des défenseurs qui jouent dans une charnière à 2. Là, on est clairement en train de miser sur un potentiel, sur un joueur qui a des qualités et qu'on va vouloir et pouvoir développer. C'est important de remettre tout ça dans son contexte. Et donc, je pense qu'on en attend pas mal, mais sur des aspects totalement différents d'un Beraldo, par exemple. Une statistique intéressante avec ce graphique aussi, Opta, du coup, nous révèle que William Pacho nous a fait 165 actions progressives, donc 5 toutes les 90 minutes. On peut voir en bleu les passes progressives et en rouge les courses progressives, donc remonter le ballon, balle au pied. On peut voir qu'il y a quand même une capacité, une volonté de relancer par la passe, de casser des lignes par la passe. Alors, c'est pas un Beraldo non plus, mais, et puis comme je disais, il n'est pas forcément responsabilisé de cette tâche à Francfort, mais il est capable de le faire et il a la volonté de le faire. Ça, c'est important. Après, on n'est pas sur un Beraldo non plus, mais c'est un joueur qui peut progresser encore dans ce domaine-là et qui est capable et qui a la volonté de le faire. Par contre, on n'est pas sur un Calafiori. On n'est pas sur quelqu'un qui, balle au pied, remonte le ballon et casse des lignes, même si je pense qu'avec son physique et sa vitesse, il est capable de le faire. Donc, on verra comment Luis Enrique va modeler tout ça, mais c'est vrai que jouant côté gauche à côté d'un Nuno Mendes, à mon avis, là-dessus, je pense qu'il va plutôt rester au poste et combler un petit peu les brèches, peut-être sortir fort sur, le numéro 9, pardon. On peut penser que, par exemple, un William Pacho qui fait 1m87 et qui est très puissant et très rapide et très véloce, pourra s'en sortir plus facilement face à un Füllkrug ou un Lewandowski que Lucas Beraldo qui en avait la charge lors de la saison dernière. Également, une stat intéressante qui va dans le sens de ce que je disais, c'est un joueur qui est très très bon dans le duel au sol. La preuve, selon Opta, donc on peut voir 216 possessions gagnées, donc 216 ballons gagnés, ça le situe juste derrière Nico Schlotterbeck en 2e position en Bundesliga. Donc c'est quand même pas mal dans un championnat où il y a beaucoup d'espace, où les défenses sont souvent mises à mal par les attaquants. Donc là, on peut voir que lui, dans les duels au sol, il s'en sort quand même très très bien. Voilà les amis, il n'y a pas énormément de choses sur ce joueur, on va pas se mentir, donc j'ai pas envie de déblatérer pendant 107 ans. Moi, ce que j'en retiens de ce transfert, c'est déjà que c'était un besoin, ça complète l'effectif et surtout, c'est un profil différent. C'est un profil différent de Marquinhos, c'est un profil différent de Beraldo, c'est plus rapide et différent que Skriniar et meilleur au sol, c'est peut-être moins bon dans le domaine aérien, mais avec sa taille et son physique, je pense qu'il peut encore gommer ça et progresser dans ce domaine-là. De toute manière, pour 40 millions d'euros, un joueur de 22 ans, on parie clairement sur le potentiel, et voilà, je trouve que ça garnit bien l'effectif. Vraiment, je trouve que c'est un transfert bien pensé. Alors, est-ce que ça va marcher ou pas? Le futur nous le dira, mais je trouve que c'est bien pensé parce qu'on en avait vraiment besoin d'un profil comme ça, puissant, rapide. Ça va être intéressant pour prendre le dos de Nuno Mendes, pour rattraper peut-être certaines erreurs ou certaines prises de risque d'un João Neves ou d'un Vitinha devant. Également, il peut peut-être sortir un peu plus haut aussi pour venir aider au milieu de terrain si on a un Beraldo ou un Marquinhos qui reste un petit peu plus derrière. Tu peux passer dans une charnière à 3. Voilà, c'est un profil différent et je trouve intéressant parce que il sait à peu près tout faire. Il est quand même pas dégueu dans les duels aériens, il est pas dégueu dans les relances, il a la volonté de jouer, de relancer et de prendre des risques. Il est capable de courir très vite, de gagner des duels au sol et il en est très bon dans ce domaine-là. Donc voilà, je trouve qu'on est sur un profil encore modulable mais très intéressant. Il est sur une pente, comme je disais, très ascendante parce que on le voit chaque année, finalement il est tellement bon qu'il quitte le club à chaque fois et pour le coup on l'a pu voir, il quitte l'Équateur, il s'impose en Belgique et puis ensuite il s'impose à Francfort. Donc voilà, c'est vraiment très très intéressant ce qui se passe pour lui. En plus de ça, c'est un international, il parle espagnol donc il pourra comprendre parfaitement ce que demande Luis Enrique. Donc pour le coup, voilà, je trouve que ce petit coup tenté, il est intéressant. Moi, je vais m'en satisfaire et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. De toute manière, vous le savez, priorité à l'optimisme, je fais confiance et on verra bien ce qui va se passer. Voilà les amis, j'attends votre avis sur ce transfert et on se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Ciao.